Pendant 70 ans, l'histoire du Proche-Orient semblait écrite, Israël contre ses voisins arabes. Un récit de domination militaire et de soutien occidental inébranlable. Mais en 48 heures, ce récit a volé en éclats. Le pays que l'on croyait impénétrable est désormais confronté à une série de catastrophes existentielles, venant de tous horizons. Il y a quelques heures, l'improbable s'est produit, un drone yéménite fantôme a percé toutes les défenses, s'écrasant au cœur d'Eila, révélant une faille militaire choquante. Puis, le choc diplomatique. Alors qu'Israël tente de bloquer la flotte de la résilience en Méditerranée, deux puissances européennes, l'Italie et l'Espagne, ont répondu par un geste inédit, l'envoi de navires de guerre pour protéger la flottille, plaçant l'Europe en opposition militaire directe. Et l'onde de choc a atteint l'ONU. Le président de la Colombie a dénoncé Israël comme les nazis des temps modernes et a lancé un appel historique, la formation d'une armée mondiale pour la... « 25 septembre 2025. Pour Israël, les 2 derniers jours ont été une tempête incessante, menaçant de redéfinir son existence même. La nation, longtemps habituée aux menaces régionales, fait maintenant face à une crise mondiale, des chocs militaires, diplomatiques et politiques qui convergent simultanément. Un drone yéménite a franchi les défenses d'Eilat, des marines européennes contestent le blocus de Gaza, et un leader mondial a appelé à la formation d'une armée mondiale pour libérer la Palestine. Chaque événement, pris isolément, serait une crise. Ensemble, ils forment une tempête parfaite, laissant Israël plus isolé que jamais. Les vieilles alliances vacillent, et le récit d'Israël en tant que bastion démocratique s'effrite sous la condamnation internationale. La patience du monde est à bout. La place d'Israël dans la communauté mondiale se désagrège, avec des conséquences impossibles à prédire. Que se passe-t-il lorsqu'une nation construite comme un refuge ne peut plus garantir la sécurité, et que ses alliés se détournent avec désapprobation publique et démonstration de force militaire? Telles sont les questions qui hantent Jérusalem, alors qu'Israël contemple un abîme d'isolement et de vulnérabilité. Eilat, la porte sud d'Israël, est devenue l'épicentre d'un échec militaire retentissant le 23 septembre. Cette ville, habituellement animée par le tourisme et le commerce, s'est soudain retrouvée au cœur d'une crise qui a secoué tout le pays. Un seul drone Houthi, venu du Yémen, a échappé aux défenses aériennes avancées d'Israël, y compris le dôme de fer, et a frappé la ville. Malgré des milliards investis dans la technologie militaire, ce petit appareil a traversé les lignes de défense sans être détecté. Ce n'était pas seulement une attaque, cela a brisé le mythe de l'invulnérabilité d'Israël. Pour la première fois, la population a ressenti que la sécurité promise par la technologie pouvait être contournée. Le drone a exploité un angle mort, a glissé sous le radar et a exposé une faiblesse critique dans les systèmes de défense israéliens de plusieurs milliards de dollars. Cette faille, longtemps ignorée, est désormais impossible à nier. L'impact psychologique a été immédiat. Si un seul drone pouvait passer, beaucoup d'autres le pourraient aussi. Les habitants d'Eilat, autrefois confiants, se sont soudain sentis vulnérables et l'inquiétude s'est propagée dans tout le pays. Eilat, un pôle économique et naval vital, est maintenant perçu comme une cible facile. Les implications pour le commerce, le tourisme et la sécurité nationale sont immenses, car la ville joue un rôle clé dans la connectivité d'Israël avec le monde extérieur. Cet incident marque une nouvelle ère de guerre asymétrique, où des tactiques de basse technologie peuvent vaincre des défenses de haute technologie. Les experts militaires s'interrogent désormais sur la capacité d'Israël à s'adapter à ces menaces imprévisibles et évolutives. Les Houthis, autrefois considérés comme une milice régionale, ont montré qu'ils pouvaient frapper en profondeur à l'intérieur d'Israël. Leur portée et leur audace redéfinissent l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Pour les stratèges israéliens, le cauchemar est réel. Le bouclier de fer a été fissuré et les adversaires observent. Les discussions s'intensifient sur la manière de renforcer les défenses et de combler les failles révélées. Les ennemis d'Israël ont maintenant un plan pour exploiter cette vulnérabilité sans relâche. Ce qui s'est passé à Eilat n'est peut-être qu'un avant-goût des défis à venir, alors que la guerre moderne évolue et que les lignes de front deviennent de plus en plus floues. L'explosion d'Eilat n'était pas seulement un événement militaire, c'était une tragédie humaine. En quelques secondes, la vie de centaines de personnes a basculé, bouleversant le quotidien d'une ville qui se croyait à l'abri. Le drone a frappé une zone commerciale animée près du front de mer, blessant plus de 50 personnes et brisant le sentiment de sécurité de la ville. Des familles faisaient leurs courses, des enfants jouaient, quand soudain, la panique a éclaté, laissant derrière elle des cris,
des larmes et un chaos indescriptible. Eilat, autrefois un havre de paix, est maintenant une ligne de front, ses habitants traumatisés et craintifs. Les rues autrefois animées sont devenues silencieuses, marquées par la peur et l'incertitude. Les hôpitaux ont été débordés, soignant des blessures par éclats d'obus et des brûlures, tandis que les familles attendaient anxieusement des nouvelles. Les médecins, épuisés, ont travaillé sans relâche pour sauver des vies, confrontés à une situation d'urgence rarement vue dans la région. L'attaque a exposé le fossé entre les assurances militaires et la réalité sur le terrain. Les habitants se sentent abandonnés, se demandant comment une telle faille a pu se produire malgré les promesses de protection. La frustration publique envers le gouvernement grandit, alors que les promesses de sécurité sonnent creux après près de 2 ans de conflit. Les voix s'élèvent, exigeant des réponses et des mesures concrètes pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. L'enquête de Tsahal est urgente, mais pour les habitants d'Eilat, le mal est fait. Les experts cherchent des explications, mais la douleur et la colère restent palpables dans chaque foyer touché. La ville reste en état d'alerte maximale, sa psyché blessée. Les contrôles de sécurité se multiplient, et la méfiance s'installe durablement dans les esprits. La frappe de drone a fait plus que blesser des civils, elle a brisé la confiance nationale. Les symboles de l'État, endommagés, rappellent la vulnérabilité de tous face à la technologie de guerre moderne. Dans la guerre moderne, aucun endroit n'est vraiment sûr. Un seul échec peut avoir des conséquences dévastatrices et durables. Les frontières entre le front et l'arrière se brouillent, et chaque citoyen devient un potentiel dommage collatéral. Le traumatisme persiste, un rappel brutal du coût humain derrière chaque brèche de sécurité. Pour Eilat, la reconstruction ne sera pas seulement matérielle, mais aussi psychologique, car la ville doit désormais apprendre à vivre avec ses cicatrices. Tandis qu'Israël se remettait de l'incident d'Eilat, une nouvelle crise éclatait en mer. La flottille de la résilience, plus de 40 navires de 44 pays, faisait route vers Gaza, déterminée à briser le blocus naval israélien. Refusant l'inspection israélienne, la flottille insistait pour atteindre Gaza directement, défiant la souveraineté israélienne et l'opinion mondiale. Des rapports d'une attaque de drone sur la flottille, avec des allégations de matériaux chimiques et incendiaires, ont transformé la mission en un incident international. Israël était désormais confronté à un scénario sans issue. Laisser passer la flottille et perdre le contrôle, ou l'intercepter et risquer l'indignation mondiale. Le monde observait, tandis que les options d'Israël se réduisaient, la confrontation maritime menaçant de dégénérer en un désastre diplomatique. L'attaque présumée contre la flottille a été le point de rupture pour l'Europe. L'Italie a dépêché une frégate navale pour escorter le convoi vers Gaza, un défi militaire direct au blocus israélien. L'Espagne a rapidement emboîté le pas, préparant ses propres moyens navals pour rejoindre la mission. Pour la première fois, des membres de l'OTAN étaient sur le point d'affronter Israël en mer, brisant le consensus traditionnel de l'UE. L'intervention a transformé une impasse en une crise majeure, Israël étant confronté à la perspective d'un affrontement direct avec des navires de guerre européens. Toute tentative d'arrêter la flottille risquait désormais un incident militaire avec des alliés de l'OTAN. Les actions de l'Italie et de l'Espagne ont signalé que la patience occidentale envers les politiques d'Israël avait atteint ses limites. Le blocus de Gaza était désormais contesté par une présence militaire européenne, acculant Israël. Le paysage politique mondial avait changé. La condamnation verbale était devenue une action physique. Alors que la crise en mer s'intensifiait, un nouveau front s'ouvrait aux Nations Unies. Le président colombien Gustavo Petro a prononcé un discours cinglant, comparant les actions d'Israël à Gaza à celles des nazis. Il a appelé à la poursuite de l'ancien président américain Trump pour crimes de guerre, liant directement les États-Unis aux atrocités présumées d'Israël. Le discours de Petro a été une bombe diplomatique, conçue pour isoler Israël et ses alliés sur la scène mondiale. Sa rhétorique a redéfini Israël non pas comme un défenseur, mais comme un auteur de génocide, le privant de toute légitimité morale. Le discours a rallié le Sud global et a signalé un changement dramatique dans le sentiment international. Pour Israël, le statut de paria n'était plus une accusation marginale. Il était diffusé au monde depuis la principale tribune de l'ONU. Les retombées diplomatiques ont été immédiates et sévères, approfondissant l'isolement d'Israël. Le discours de Petro a atteint son apogée avec un appel à une armée mondiale pour libérer la Palestine. Ce n'était pas un vague appel au maintien de la paix, mais un appel direct aux armes pour une coalition militaire internationale. Il a exhorté les nations asiatiques et slaves à se joindre, excluant délibérément les États arabes, et a présenté le conflit comme une lutte mondiale contre l'oppression. L'idée, autrefois impensable, était désormais exprimée par un chef d'État à l'ONU, légitimant une intervention armée contre Israël.
La proposition de Petro a transformé le conflit israélo-palestinien en une cause mondiale, ralliant les nations désillusionnées par l'ordre occidental. Le message était clair, les adversaires d'Israël n'étaient plus seulement des voisins, mais une potentielle coalition mondiale. Tandis que les paroles de Petro résonnaient, la délégation américaine a effectué un retrait, une protestation silencieuse et une marque de solidarité avec Israël. Mais les sièges vides ont mis en évidence l'isolement croissant de l'Amérique, alors qu'une grande partie du monde applaudissait les remarques de Petro. L'alliance américano-israélienne est soumise à une tension sans précédent, même des sénateurs américains pro-israéliens appelant à un cessez-le-feu et menaçant de reconsidérer l'aide militaire. Le soutien inconditionnel s'estompe, remplacé par une dissidence publique et une pression politique. L'administration Trump fait face à un monde uni contre son allié et à des divisions croissantes dans son propre pays. Le retrait a été un symbole de défi, mais aussi de faiblesse. L'alliance qui semblait autrefois incassable s'effrite désormais sous la pression mondiale et nationale. La crise à l'ONU a révélé à quel point Israël et son principal soutien sont devenus isolés. Les 48 dernières heures ont encerclé Israël dans une tempête sans précédent historique, militaire, diplomatique et politique. Jamais auparavant le pays n'avait été confronté à une telle convergence de menaces, à la fois internes et externes, qui semblent s'abattre simultanément sur la nation. La brèche à Eilat, le défi naval européen et la condamnation de l'ONU ont relancé le débat sur la malédiction du 8e cycle. L'idée que les États juifs s'effondrent au cours de leur 8e décennie. Cette théorie, longtemps reléguée au rang de mythe, ressurgit aujourd'hui dans les conversations, alimentées par l'angoisse collective. Israël, fondé en 1948, fait maintenant face à de profondes divisions internes, une guerre sans fin et des alliances qui s'effritent. Les rues de Tel Aviv et de Jérusalem vibrent de colère et d'incertitude, tandis que la confiance dans les institutions s'effrite. Les fondations de l'État, sécurité, légitimité et cohésion, se fracturent simultanément. Les débats au sein de la Knesset sont plus polarisés que jamais, et la société civile semble au bord de la rupture. La malédiction est peut-être métaphorique, mais la crise est réelle. L'orgueil, l'excès et les conflits non résolus menacent l'avenir d'Israël. Les citoyens, inquiets, se demandent si leur pays pourra surmonter cette épreuve, ou s'il est condamné à répéter les erreurs du passé. La nation a déjà survécu à des tempêtes, mais cette fois, c'est différent. L'ampleur des défis actuels, mêlant menaces extérieures et divisions internes, donne à la crise une dimension inédite et inquiétante. Le bouclier militaire est percé, les amitiés sont tendues, et une grande partie du monde voit maintenant Israël comme un méchant, pas une victime. L'isolement diplomatique s'accentue, et la pression internationale ne cesse de croître. La voie à suivre est incertaine. Israël peut-il changer de cap, ou est-il pris dans une spirale descendante? Les choix faits aujourd'hui détermineront le destin du pays pour les générations à venir. Alors que la 8e décennie se poursuit, la question de l'avenir d'Israël reste terriblement ouverte. L'histoire s'écrit en temps réel, et nul ne peut prédire si la nation saura briser la malédiction ou s'y soumettre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette exploration. Si c'est le cas, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à continuer à créer du contenu que vous aimez. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux pour faire grandir notre communauté. Si vous avez envie de poursuivre l'aventure avec nous et de ne rien manquer de nos prochaines explorations, énigmes et découvertes, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et surtout, activez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez les premiers informés de chaque nouvelle vidéo. À très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes